Ouais, mais tu vois, non, mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire filmer quelqu'un qui est en train de penser c'est filmer une opacité quand même, parce qu'on sait jamais, c'est comme dans la vie. Hein. C'est-à-dire que tu as une personne en face de toi, tu es au café, tu es en train de lui parler, elle a beau cette personne avoir des postures d'écoute, tu sais jamais si elle t'écoute. Il y a quelque chose de fondamentalement hermétique dans le visage humain par rapport à l'écoute. Ça se trouve, son esprit est en train de partir. Bon, c'est pour ça que j'aime bien les plans d'écoute et c'est pour ça que j'aime bien les plans où des gens ne font pas grand-chose et on ne sait pas à quoi ils pensent, quoi. Donc à la fois, c'est très matériel et il y a quelque chose qui nous échappe. Le plan est troué d'une sorte de zone d'invisibilité absolument hermétique. Bon, ce qui est bien dommage dans le cinéma en général, c'est qu'on n'arrête pas d'occuper les acteurs à faire plein de trucs, quoi. On les instrumentalise. Il faut absolument que là, ils signifient ceci, qu'ils expriment cela, qu'ils balancent cette information-là pour faire avancer l'histoire. Il faut qu'ils fassent ceci. Calmez tout ça et vous retrouverez de la fascination. Enfin, je veux dire, bon, ce qui est aussi un calcul, d'ailleurs, tu vois, je parlais de décadence tout à l'heure, de la première compréhension de ce terme, la fin d'un monde, où des aristocrates décadents sont eux-mêmes pris dans une sorte de déclin et de destitution qui les fait aller dans des pulsions, y compris morbides, parce que c'était les pulsions SM par exemple dans le film Liberté. Ouais. Ça c'est l'acception première de décadence, mais je pense qu'il y a aussi une exception esthétique de la décadence. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mouvement qui s'est appelé le décadentisme. Les décadents eux-mêmes, c'était des peintres autoproclamés, des poètes, beaucoup, des écrivains. Il y a un exemple emblématique de cette période-là, qui est plutôt fin 19e, fin de siècle d'ailleurs, comme on dit, hein, c'est un esprit très fin de siècle. Là où la fin du siècle n'est pas qu'une catégorie chronologique, mais est aussi une catégorie morale, un certain rapport au monde, qu'on est à la fin de quelque chose et que donc les choses s'exténuent. Mais peut-être que du coup, on s'exténuement, elles révèlent des choses qu'on ne voyait pas, qui étaient prises sur tout un tas de couches. C'est pour ça que le regard sur la décadence, ou peut-être de mettre les corps dans des postures de décadence, comme Serra n'arrête pas de le faire, ça permet de mieux les voir. Parce que là, il y a quelque chose qui s'oublie, quelque chose qui n'a plus rien à perdre, qui n'a plus rien à conquérir et plus rien à gagner. Un corps comme ça est un corps beaucoup plus, vrai. Comme donc, les postures allongées dont tu parlais tout à l'heure. Absolument, tout à fait. Et dans le décadentisme aussi, un des livres emblématiques de non pas exactement de ce courant, mais de cette atmosphère générale, c'est À rebours de Huysmans, qui est un livre tout à fait génial d'ailleurs, comme à l'image du personnage. Huysmans avait commencé sur des bases naturalistes, c'était un compagnon de route de Zola, il avait fait quelques trucs comme ça, il racontait des histoires plutôt ancrées dans le réel social, tout ça. Et il fait À rebours une espèce de rupture. Mais la rupture, c'est quoi ? C'est que surtout, il va arrêter les choses. Il n'y a pas de fiction dans les rebours. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Des Esseintes, qui vit tout seul chez lui et qui a recomposé pratiquement son réel comme une œuvre d'art. Je résume parce que ça serait évidemment plus complexe que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'arrêt. On arrête la fiction, on arrête d'avancer. On est devenu un pur personnage contemplatif, quoi. Et c'est vraiment à ce titre-là que Serra est profondément un décadent et dans le sens le plus puissant du terme. Après, le film s'appelle Pacifiction quand même. Alors c'est quoi ? Comment est-ce qu'on peut comprendre Pacifiction ? C'est fiction dans le Pacifique. Ouais. Fiction dans le Pacifique. J'ai dit qu'il le faisait quand même un peu. Mais c'est vrai qu'il le fait pas beaucoup, quoi. Et je pense qu'il faut plutôt l'entendre genre, écoutez, je vais vous proposer le Pacifique que je veux. Là, il y a aussi quelque chose de l'ordre du... Oui, on aurait dit qu'il y aurait des essais nucléaires, qu'on en parle, qu'un Portugais, on ne sait pas trop s'il est de mèche avec les Américains ou le contraire. On aurait dit plein de trucs. Et donc, on reste à cette zone que toi et moi, on aime bien, qui est la zone du possible, la zone de l'hypothèse. Et ça suffit, en fait. On n'a pas besoin de broder les choses. Donc, ça envoie comme ça des petits signes. Mais c'est aussi... Pacifiction, c'est donc Serra qui fictionne le Pacifique comme il l'entend, qu'il l'hallucine, qu'il redessine à sa guise. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de filtres, de filtres rouges, de filtres bleus, que ce soit en boîte de nuit ou même le dernier plan final sur l'eau. Là, ne serait-ce que je pense qu'autant c'est un hyper-réaliste qui aime la matière, autant il n'est pas dupe sur le fait qu'il puisse y avoir une espèce de réel objectif. Le réel est toujours un peu une recomposition, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge. Mais Pacifiction, c'est aussi des gens qui fictionnent eux-mêmes leur propre vie. Et c'est ça, notre ami Deroller, que tu as commencé à très bien décrire, mais il est constamment... C'est quelqu'un qui se raconte une histoire.